Les Hawks autour de Trae Young, on les attendait. Et ils nous ont pas déçus. Ils nous ont même surpris. La saison passée, vous le voyez, un bilan de 41 victoires pour 31 défaites. On rappelle que la saison dernière, il n'y avait eu que 72 matchs de saison régulière. 5e à l'Est, derrière les Knicks, mais ils avaient le même bilan. Donc on peut dire 4e ex-aequo si on veut chipoter. On a vu pendant les playoffs que quand ils se sont rencontrés, il n'y avait pas eu photo finalement entre les deux équipes. On voit 114,3 points par match. 9e au rating et 18e au rating défensif. Ça a été un petit problème, notamment avec Lloyd Pierce. On rappelle qu'ils avaient changé de coach en cours d'année et que Lloyd Pierce avait été débarqué et que Nate McMillan, alors assistant, avait fait largement la maille pour emmener cette équipe jusqu'en finale de conf. On rappelle qu'ils avaient sorti coup sur coup les Knicks au premier tour, les Sixers en finale de conf. Avec la manière, avant de s'incliner face aux futurs champions, les Milwaukee Bucks. Donc une saison très très réussie, Thomas. On va voir après. On savait que cet été, il y allait avoir pas mal de choses à régler, notamment contractuelles. Ça s'est plutôt bien passé. On va voir d'abord les départs. Côté Hawks, il n'y a pas eu de départ très important. On va pas se mentir, on va voir le tableau. Et on reviendra ensuite après sur les arrivées. Chris Dunn, qui était arrivé dans un profil qu'on aimait bien derrière Trae Young pour défendre, amener un petit peu d'intensité. Arrivé avec Rajon Rondo aussi. Ouais, donc Chris Dunn, ça n'a jamais fait la maille, blessé, pas convaincant. On est un peu inquiet pour la suite de la carrière de Chris Dunn. Bruno Fernando n'a eu que très peu de temps de jeu. Et Tony Snell, j'ai envie de dire, a fait du Tony Snell. L'homme au 0-0-0, voilà. on s'en rappelle. Pas que, c'est un joueur qu'on aime bien, qu'on apprécie. Partout où il passe, il fait tout le temps la même chose. Mais je suis pas sûr qu'il laisse un trou énorme dans le roster des Hawks. Côté arrivé, il y a des choses intéressantes. Notamment, il y a quelques signatures, re-signatures très très importantes. Et on va tout de suite après aller là-dessus en checkant le roster. Tom n'hésite pas à balancer ou à regarder et Thomas a commencé à choper des commentaires. Delon Wright, de l'expérience un peu sur le poste de combo, 1-2. Jalen Johnson, Gorgui Dieng. Ça, c'est pas mal parce qu'on sait que le pivot remplaçant, qui est le sophomore désormais, est blessé, lui, pour le début de la saison. Et je vois pas le nom parce qu'il y a un cash bien relou sur le truc. Vous allez me le dire. C'est pas grave. Sharif Cooper, le rookie drafté, évidemment. Merci, Polo. On va voir le roster complet maintenant de cette équipe des Hawks. Et honnêtement, Tom, franchement, quand j'ai préparé cette preview, j'ai eu du mal à trouver des points faibles à cette équipe. Moi, ce que je vois, c'est que les Atlanta Hawks sont dans une 3e phase de leur renouveau. À mettre en avant, évidemment, le GM, Travis Schleck, qui, depuis qu'il est arrivé... À ne pas confondre avec Schneck. Ah ouais, d'accord. Ouais, effectivement. À ne pas confondre avec Schneck, absolument. Oui, tout à fait. Gros, il est 22h. Ah ouais, je crains le pire. Et on a commencé depuis 3 minutes. Il y a Stephen qui est dans les commentaires. Et si tu peux éviter de lui en souffler des comme ça, Stephen. Et frère, on est aussi là pour ça. Pardon, excuse-moi, je ne le referai plus. J'espère. Je ne le referai plus. Donc du coup, oui, les Atlanta Hawks... Merci à Ron dans les commentaires. Voilà, merci, on est là pour ça aussi. Ils sont contents, les mecs qui sont venus pour... N'hésite pas à balancer le roster, hein, mon gars. Donc oui, je disais que les Hawks étaient un peu dans leur 3e phase de leur renouveau. Le projet, on va dire, depuis l'arrivée de Travis Schleck et de Trae Young, le Warriors 2.0, comme on voulait l'appeler au tout départ, avec Trae Young et avec Kevin Huerter. À l'époque, la première étape, c'était de construire et d'amener du talent dans l'équipe. Ils l'ont fait, donc on le disait avec Trae Young, mais aussi avec Clint Capella. Puis ensuite, avec la signature, la draft et les signatures, par exemple, de Gallinari l'année dernière, de Bogdanovic, de ce type de joueurs-là. La deuxième phase, c'était justement de commencer à gagner des matchs. Et ça, c'était là qu'on les attendait l'année dernière. On disait, bon, maintenant, il n'y a plus d'excuses côté Atlanta. Il faut aller en play-off, il faut découvrir les play-offs. Il faut que Trae Young s'affirme comme le leader de talent qu'il nous a montré. Mais maintenant, il va falloir emmener les autres avec lui et ainsi de suite. Il l'a réussi parfaitement puisque, tu l'as dit tout à l'heure, ces play-offs ont été remarquables. Il n'y a pas d'autre mot. Faire une finale de conférence dans cette conférence Est, dans une saison évidemment un peu tronquée, 72 matchs, on le sait, mais taper les New York Knicks qui avaient l'avantage du terrain de très belle manière, puis sortir cette équipe des 76ers, c'était une énorme surprise. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend de cette équipe? C'est de consolider un petit peu ce qui a bien marché. Donc quand on dit bien marché, consolider le talent qu'il y a autour de Trae Young et réfléchir à comment peut-être passer le cap pendant ces playoffs, et peut-être que ça peut venir des jeunes joueurs, je pense à DeAndre Hunter par exemple, qu'on n'a pas beaucoup vu l'année dernière. DeAndre Hunter, tu fais bien de le dire, qui s'est blessé après le premier tour face aux Knicks et qui n'a pas participé aux demi-finales, et donc au final il a fait une toute petite saison, ouais, à cause de blessures. À cause des blessures. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Justement, tu parlais de consolider les bases.
Ça a commencé par la re-signature de Triangle, un contrat de 5 ans à 207 millions de dollars. S'il est All-NBA, s'il est MVP, voilà, au maximum, il est éligible à ça. Il est éligible à ça. Mais il y avait un autre gros dossier, et c'était le cas de John Collins. Ouais. On rappelle l'année dernière, la saison des Hawks, quand même, c'est compliqué au début, ça se passe pas très bien avec le coach, mais ça se passe pas très bien non plus avec Triangle. Avec John Collins, on dit que les deux ne s'entendent pas. Alors quand tu regardes le run de playoff, tu te dis ah bon, mais attends, qui nous a sorti cette saucisse? Il empêche que ça a été une vérité. John Collins pouvait partir cet été. Finalement, au vu de ce qui s'est passé sur la fin de saison régulière et surtout en playoff, John Collins a re-signé lui aussi 125 millions sur 4 ans. C'est quand même, j'ai l'impression... 125 millions, j'ai c'est ça 125 millions. Je crois, non? Bon, bref, c'est pas sur grave. 4 ans. Et j'ai l'impression que c'est quand même un très bon coup parce qu'il y avait des équipes qui étaient sur le coup. Et c'est peut-être la meilleure chose pour Triangle et Hawks d'avoir signé John Collins. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'était la grosse interrogation. Et puis, on en parlera pour les Knicks aussi un peu plus tard. C'est difficile quand même de ne pas prolonger des mecs qui ont performé. John Collins, on le voit arriver depuis quelques saisons. On sent le potentiel énorme, le potentiel physique. Il y avait quelques interrogations sur comment il allait... progresser sur l'adresse extérieure et sur le QI basket. L'année dernière, franchement, il nous a bluffé avec des pourcentages complètement inespérés, je dirais pas jusque-là. Attends, je te retrouve ces stats à notre ami John Collins. Attends, je vais les retrouver là, je les ai notés. Je vais les retrouver à un moment donné. Bref, à 3 points, il est à 39%, et ça, c'était une surprise. Donc, si John Collins devient ce poste 4 avec qui Trae Young est capable de jouer du pick and roll, même s'il y a Clint Capella qui est un maestro du pick and roll, enfin du roll surtout, John Collins peut te permettre d'avoir du pick and pop, du spacing, si c'est avec Capella que le pick and roll est joué. Et aussi, on peut l'attendre, pas dans la création, mais dans la capacité à mettre des gros tirs de fin de match si Trae Young est bien pris, par exemple. C'est à lui que vont revenir ces ballons-là. Et je pense qu'il a montré, franchement, honnêtement, qu'il avait les qualités, qu'on pouvait lui faire confiance, parce que c'est un mec à 20 et 10, et que ce type de mec-là, il n'a pas des masses non plus en NBA. Donc c'était normal de le re-signer pour continuer avec cette jeune équipe. Et pour rester un petit peu sur John Collins, avant qu'on aille aussi sur Clint Capella, qui a eu une extension lui de 45 millions. Donc on a dit vraiment les Hawks ont plutôt très bien géré leur intersaison. John Collins, on parle beaucoup de son attaque, de sa polyvalence, pick and roll, pick and pop, capable de mettre des gros tirs aussi quand Trae Young ou d'autres, on pense à Kevin Huerter, créateurs sont pris. Il est capable dans les corners à 45 de sanctionner à 3 points. Tu sais que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est aussi défensivement qu'il a montré beaucoup de belles choses en play-off. Il s'est mis au service de l'équipe par moment. Il a fait des matchs à 12 points, 10 points, ce qui sont un peu loin de ses standards habituels. Il était quand même capable d'avoir un impact sur le match. Et ça a beaucoup pesé aussi dans la décision des Hawks de dire, en fait, vraiment, j'ai l'impression que lui aussi, il y avait un petit peu cette guerre d'ego avec Trae Young. Il a accepté de dire, frérot, vas-y. Ça peut être que ton équipe, mais par contre, moi, je peux être un vrai lieutenant plus. Ouais, c'est clair. Et il a prouvé ça aussi. Défensivement, il nous a surpris pas Capella nous a pas surpris, mais la défense de Julius Randle au premier tour des playoffs a été surprenante d'efficacité par le jeu des Knicks sûrement, mais parce que la défense d'Atlanta était vachement en place et qu'ils ont tenu des duels et que John Collins, qui découvrait aussi ce niveau-là, il nous a surpris. Donc voilà, c'est vrai que tu as raison, il y avait tout ce côté défensif, on sait que c'est un beau bébé, maintenant défensivement, il faut prouver qu'il est capable de s'opposer au meilleur poste 4 de la ligue. On peut dire que c'est un des meilleurs postes 4 sans en faire trop, sans dire que ce sera un multiple star, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et pourquoi pas un jour. Mais en tout cas, il peut regarder tous les meilleurs postes 4 de la ligue dans les yeux, et Julius Randle, c'est le meilleur exemple l'année dernière. Tu regardes la série, tu sais pas qui est MIP de cette saison-là, finalement. Ouais, c'est clair. Il s'y est collé très sérieusement, mais il a fait la même chose face aux Sixers et même face à Giannis. Dieu sait que c'est compliqué de s'envoyer le père Antetokounmpo. Il l'a fait sans rechigner. Il a marqué énormément de points. Donc moi, je suis content de revoir Trae Young et John Collins ensemble. Continuer un petit peu cette aventure avec les Hawks. Et je trouve que c'est une très bonne chose associée à ça. Donc on l'a dit, Capella, une extension de 45 millions de... Attends, commentaire sur John Collins, Erwan. JC, il a des couilles. C'est un des seuls de l'effectif. Il a développé son tir de loin. Maintenant, tu le sers au poste sur un mismatch. Il punit, toujours aussi bon en attaque de cercle. Et vas-y, les mecs qui disent qu'il ne défend pas ne l'ont pas regardé depuis 2 ans. C'est Hurl-Ciel qui nous dit ça. John Collins, dans l'attitude aussi, il a été top en playoff. Ça, c'est clair que... De toute façon, quand tu fais des runs de playoff, en général, les GM et les présidents ont tendance à récompenser ces mecs-là. C'est très étonnant qu'ils laissent partir.
Il était clairement éligible pour un très beau contrat. Il lui donne un beau contrat, tout le monde est content. Grosse présence au rebond aussi, on le dit pas assez. Un gars à 20-10. Voilà, c'est un gars à 20-10 qui redonne des possessions, qui sécurise, qui fait du bien, qui fait beaucoup de bien à cette équipe. Ouais. Un qui fait du bien, on l'a dit, Capella à l'extension à 45 millions. Du coup, ça nous fait une équipe. Et puis, ça nous fait une équipe. Quand je regarde le roster, si on peut le revoir, Tom, il y a une équipe jeune qui a désormais de l'expérience. Parce que le run de playoff la saison dernière, c'est de l'expérience de faire une finale de conf. Les Kevin Huerter aujourd'hui qui ont profité de la blessure de DeAndre Hunter la saison dernière, se retrouvent avec cette expérience-là de je suis capable d'être starter, même si pour moi, il a une vraie carte à jouer dans un rôle de 6e homme. Cam Reddish, pareil. Alors, c'est un petit peu plus up and down, mais on sait que c'est un talent extraordinaire. Lou Williams, c'est de l'expérience. J'ai l'impression que cette équipe, c'est un savant mélange, vraiment, de jeunesse, mais d'expérience à la fois. Donc, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à les classer dans le, tu vois, peut-être des fois, je me dis, je les mets trop haut. Je fais, mais non, mais en fait, je les mets trop, non, en fait, je les mets trop bas. Ah non, mais attends, je les mets là. Ouais, mais, tu vois, c'est très compliqué aujourd'hui de. Ouais, ils ont des certitudes. Certitude numéro 1, Trae Young, sa capacité à être un meneur de jeu incroyable, d'être un joueur fantastique sur pick and roll. Nick McMillan ne s'y trompe pas. Il joue du pick and roll à outrance dans cette équipe. C'est une équipe qui ne court pas beaucoup, alors qu'ils ont des athlètes sur les ailes. Donc ça pourrait être intéressant de développer un peu ce côté du jeu. Mais il n'empêche que cette certitude de Trae Young sur du pick and roll, et on l'a vu pendant les playoffs, même s'il y a Ben Simmons qui défend sur lui, oui, il va souffrir, mais il va quand même passer dans les moments très importants de cette demi-finale de conf. Donc tu as cette certitude-là sur le poste, sur la relation 1-5. Le pick and roll aujourd'hui à NBA est tellement important que tant mieux si tu as un super joueur comme ça. Tu vas donc consolider aussi ton poste 4 avec John Collins. Maintenant, il y a pas mal de questions, je trouve, sur les ailes. J'enlève Gallo qui fera quoi qu'il arrive du galop, mettra des tirs à un pied et des filoches en tête de raquette toute sa life. En revanche, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser parce que tous est jeunes là, donc tu citais. J'enlève Bogdanovic aussi, qui, je pense, aura, quoi qu'il arrive, une carte à jouer. On pourra en reparler. Starter sur le poste 2, on l'a vu que. On a vu que Trae Young était capable de lui laisser aussi la balle par moment dans la création. Je trouve pas que Bogdanovic soit l'inconnu du truc. Moi, la question que je me pose, c'est d'abord, est-ce qu'ils vont réussir à éviter les blessures? Merci de me ramener un peu de vodka, c'est sympa. Oh non. Pardon, non, j'avais le tableau en plus, ils ont été bons. Non, c'est un peu d'eau. La bouteille, par contre, bâtard. Là, la question que je me pose, c'est Kevin Huerter. On a vu ses qualités, on connaît aussi ses défauts. Il est un peu sous-dimensionné pour être un titulaire. C'est aussi pour ça que tu en parles en tant que 6e homme. C'est que physiquement, ça sera difficile d'un côté du terrain. Et pourtant, il nous a prouvé que balle en main, sur du playmaking et évidemment sur du shoot extérieur, il était bluffant. En revanche, DeAndre Hunter, qui est leur poste 3 titulaire, et Cam Reddish, qui a un fort potentiel mais qui a du mal à le montrer, eh bien, tous ces mecs-là, c'est des gars qui peuvent être sujets à une prolongation. Donc, c'est aussi le moment où il va falloir déterminer ce que les Hawks veulent. Alors, vaut mieux que tout le monde soit en bonne santé pour pouvoir choisir, mais ça, c'est une question qui peut leur permettre de passer un cap supérieur. Non, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que cette saison, ça peut être peut-être un premier tri pour ces mecs-là qui vont arriver, qui vont sortir à un moment de leur contrat rookie et il va falloir faire des choses. Il va falloir payer au bout d'un moment. Parce que tu pourras pas re-signer tout le monde. Pour revenir sur Kevin Huerter, pour moi, ce qu'il a fait en playoff, c'est extraordinaire, mais tout à l'heure, on va parler du 8 et on va parler d'un certain Tyler Hero. Et pour moi, le rôle de Tyler Hero et le rôle de Kevin Huerter aux Hawks, pour moi, l'année prochaine, sont assez similaires. Je veux que ça soit vraiment des mecs dans des rôles de 6e homme qui, pour l'instant, sont un peu sous-dimensionnés physiquement, mais qui ont un vrai talent d'attaquant, capable de mettre des tirs forts dans le dribble, qui sentent le jeu sans la balle aussi. Et je crois que vraiment, je pense que Kevin Huerter, sur ces 2-3 prochaines années, dans ce rôle de 6e homme, c'est peut-être ce qu'il lui faut à la perfection. Et le fait que DeAndre Hunter soit starter sur le poste 3, qui est lui un vrai poste 3, il l'avait en plus remplacé pour jouer cette small ball et un petit peu plus vite. Je crois que ça va amener aussi un petit peu défensivement des garanties. On sait qu'autour de Trae Young, il va falloir quand même faire des choses. Il va falloir des soldats. C'est bien s'il a des trois athlètes autour de lui, quoi. Ouais, et Hunter est parfait pour ça. Gorgui Dieng, qui arrive, qui signe, c'est une bonne chose, c'est de l'expérience. Ouais. Pareil, on est encore dans cette idée de spacing, de mecs plutôt intelligents sur des défenses pick and roll aussi, qui en attaque peut élargir le terrain. Ouais, absolument. Mais de toute façon, ils se sont renforcés, pas avec des noms ronflants, mais avec des gars d'expérience, tu le disais. Donc, Gorgui Dieng, clairement, avec Okongwu, on peut se poser la question. Hein, oui, absolument. Mais ça fait des rotations sur le poste 5. Tu as donc Lou Williams, qui est un porteur de ballon, donc plutôt backup de Trae Young, dans une idée de qui porte la balle en sortie de banc, c'est évidemment Lou Williams. Et notre ami Delon Wright, qui a déçu clairement ces quelques dernières saisons, mais qui est ce type de profil que tu as envie d'avoir à côté des mecs qui ont tout le temps la balle.
Donc maintenant, à voir si lui va réussir à s'éclater, si lui va réussir à gagner des minutes. Mais sur le papier, il y a tout pour. On n'a pas cité les rookies quand même. Jalen Johnson qui fait partie, donc un poste 4 de Duke, et il fait partie de ces mecs-là qui ont un potentiel, tu vois, l'espèce d'athlète, comme on en voit des milliers maintenant, mais qui peuvent avoir une carte à jouer dans cet effectif-là. On verra s'il s'impose. Et notre ami Sharif Cooper, qui lui, meneur de jeu, alors... dans cette équipe, il y en a des petits qui peuvent monter la balle, mais qui ont des profils pour être, pourquoi pas, un bon joueur NBA. Donc fort maestro de la passe, plutôt flashy, qui fait kiffer. Il y a des doutes sur son tir externe. On en a vu des milliers des comme ça s'imposer en NBA. On a vu aussi des milliers des comme ça finir en Eurocup. Donc à voir. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Donc ils ont quand même un petit mec de Auburn. On verra en tout cas si ces rookies auront un mot à dire dans la rotation des Hawks. J'avais une autre question, du coup, pour l'objectif. Qu'est-ce qu'on espère de ces Hawks cette année? C'est que l'année dernière, on peut dire, et sans méchanceté aucune, qu'ils ont surperformé. Faire une finale de conf. Bien sûr. Et ça sera dur de faire mieux ou même pareil. Ah oui. Ouais, c'est clair. Donc, oui. C'est pas, oui, donc, oui. donc il va falloir aussi prendre ça en compte. C'est une équipe qui est encore en construction. Tu vois, c'est une équipe qui n'est pas finie. Je pense qu'elle a encore 3 ans de travail collectif pour essayer de se dire on veut à coup sûr jouer une finale de conf, sinon c'est un échec. Faut pas se dire que s'ils font moins bien que la saison dernière, de pas aller en finale de conf, c'est un échec. Bah, et ça c'est important pour le... Je sais pas, moi j'espère que eux ont espoir de retourner en finale de conf. Que c'est leur objectif. T'as raison d'être... il faut pas s'enflammer, tout ça, tout ci. Au bout d'un moment, très dur ils de ont faire mieux. démonté les Sixers. Alors ils sont allés jusqu'au 7e match, mais quand tu sors une équipe avec Ben Simmons et Joel Embiid, j'espère que l'année d'après, c'est de confirmer cette bonne perf. Donc ils ont tapé 2 équipes qui avaient l'avantage du terrain. Ils se renforcent un peu, ils ont un peu plus d'expérience. Je rappelle que Trae Young découvrait les playoffs. Les mecs c'était quand même une run de playoffs. Je rappelle, les Hawks n'avaient pas fait les playoffs depuis 2017. Il a fallu 3 saisons à Trae Young pour ramener les Hawks en playoffs. Absolument. Donc en fait, tout dépendra de la saison. On verra. Déjà qu'ils soient tous en bonne santé, que Macmillan continue son bon boulot, que défensivement, on voit des choses intéressantes. Parce qu'on n'a pas dit, mais depuis que Macmillan est arrivé, ils étaient à 27-11 dans la saison. Donc il y a eu un espèce de coup de boost à son arrivée qui doit se confirmer en ce début de saison. Si les Hawks veulent être une équipe qui compte, et je pense qu'ils ont les qualités pour l'être, eh ben, il va falloir bien commencer sa saison et gagner en régularité, avoir de la régularité sur toute la saison régulière, quoi. Et puis Tom, on sait que ça reste quand même, on l'a vu tout à l'heure avec le roster, que c'est une équipe encore un peu jeune. Et les saisons d'après, quand tu surperformes, et là on va voir que ça va être le cas de pas mal d'équipes dont on va parler ce soir, c'est jamais simple la saison d'après. Ouais. Aujourd'hui, Trae Young et les Hawks vont être une équipe attendue. Il y a certains qui voudront même prendre leur revanche contre eux. Et c'est aussi l'année d'après est parfois compliqué à gérer. Ouais. On va tout à l'heure parler du hit. Le hit, le hit de la bulle a mis une saison quelque part à digérer ça, à digérer une finale NBA. Donc là, c'est une finale de conf, mais c'est toujours intéressant de voir ces équipes, comment elles digèrent ça. On se souvient des Warriors qui l'avaient très bien digéré quand elles avaient fait une demi-finale de conf, tu vois. Et donc après, je suis très curieux de voir ça. Moi aussi. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai la sensation que cette équipe des Hawks doit être considérée comme un vrai bel outsider de l'Est. Absolument. Et va être cette fois-ci respectée au sens noble du terme par les adversaires. Ça dépend d'eux. C'est pour ça que ils doivent viser l'avantage du terrain. Ils doivent le viser. Maintenant, est-ce que ils en seront capables? C'est une autre question. Mais en tout cas, au vu du roster, tu perds personne, tu re-signes les mecs. Quand je te disais que, quand j'ai préparé la preview des Hawks, je te disais, j'arrivais pas à leur trouver de points faibles, vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont une profondeur de banc correcte. Ah bah j'ai l'impression qu'ils ont le talent qu'il faut, qu'ils sont fournis quasiment doublés sur tous les postes. Ouais. Alors, tu vois, ils ont tous les profils différents, ils ont des athlètes, ils ont des shooters, ils ont un super axe 1-5 qu'on le disait tout à l'heure, ils ont une superstar. Parce que Trae Young en est une. Tu te fais pas autant insulter autour du Madison Square Garden si t'es pas une superstar, hein, honnêtement. On espère que vous avez vu cette vidéo pendant tout l'été avec Spider-Man bourré à la sortie du match Knicks Hawks, qu'on aime se remettre entre nous parce qu'on se régale avec cette vidéo. Donc ouais, je suis plutôt d'accord. La seule question, c'est vont-ils rester en bonne santé? Ils ont quand même beaucoup de mecs qui sont sujets aux blessures. Gallinari, Bogdanovic, Hunter, Reddish, même Trae Young a raté 10 matchs, Capella a raté des matchs ces dernières saisons. Voilà, ils ont des mecs sujets à. Maintenant, il y a eu une préparation. C'est pas comme l'année dernière avec cette année chelou, compliquée à gérer pour tout le monde. Il y a tout pour qu'ils arrivent à 100%, que ça tienne.
Écoute, en tout cas, on va suivre ça. Juste un petit mot. Donc, Macmillan a été reconduit cette saison. Lui qui était à la base juste là pour un intérim. C'est aussi les belles histoires. Après, on sait que Macmillan a été head coach chez les Trail Blazers. Ensuite, il a fait du bon boulot chez les Pacers. C'est un mec qui connaît la machine, mais c'est quand même aussi la belle histoire pour lui, qui était un petit peu mis sur le côté, décrié sur sa fin, chez les Pacers. Il a eu des très bons résultats. Et finalement, il arrive à récupérer cette équipe qui n'était même pas construite autour de sa philosophie, et ça marche. Ouais, absolument. Mais c'est vrai qu'il a une drôle d'image, avec Macmillan, qui est ancien joueur. Nicolas nous a toujours dit du bien. Aux Blazers, ouais, c'est vrai que son passage aux Pacers, quand tu regardes les bilans comptables, tu peux dire que bravo sur le papier, quoi. Après, quand tu en parles avec ceux qui aiment les Pacers, ils sont tous très contents qu'ils partent. Donc, c'est toujours difficile à juger, en fait. Alors, moi, il y a toujours ce truc de... On veut qu'ils partent, mais moi, j'aime bien me dire, mais tu prends qui derrière? Ouais, peut-être. Mais tu te souviens, quand on en parlait avec les gars des Pacers, qui étaient un peu hardcore fans et tout, ils nous disaient, mais nous, on n'en peut plus, ces rotations, on les comprend pas. Là, il récupère Rick Carlisle. Mais Rick Carlisle, sans Nowitzki ou sans Doncic, on va voir un petit peu. Alors, c'est un coach un peu plus à on verra. C'est un peu à l'ancienne. On aime beaucoup Rick Carlisle, mais on verra ce que notre ami Rick Carlisle va faire avec les Pacers. Est-ce qu'on a fait le tour sur question, les gars, dans le chat. Voilà. Dites-nous quelle position vous le voyez dans la conférence Est. Et Erwan, dis-nous, toi, tu les vois à peu près où? Je les ai mis Atlanta 6e. Donc, ils évitent le play-in, hein. On rappelle 7 et 8. Tu vois, j'ai beaucoup hésité avec Boston. Ouais. Mais je les ai mis 6e et je mets Boston devant. Alors, Erwan les met 6e. Moi, je les mets 1, 2, 3. Matt Mars est d'accord avec moi, 6e aussi. Moi, je les mets 5e parce que ces foutus Sixers, j'arrive pas à les placer. Donc, du coup, j'imagine que tes Sixers sont devant. Ouais, les Sixers sont devant, mais c'est vrai qu'il y a le cas Ben Simmons quand même qui peut changer la donne. Je suis maintenant l'année dernière, je mets pas Houston en playoff en disant James Harden, c'est un Tu avais mis même dernier. Ouais, mais j'avais anticipé le départ d'Harden et j'avais eu raison. Et du coup, les Rockets, du coup, ont fini en National 3. Poule D. Et ils sont descendus d'ailleurs. Hein. Ils sont descendus, ouais. Ils jouent en prénat, là, ils veulent remonter. Pas cadeau. Hein. Relou dans la poule de Malakoff. Relou. Va falloir les gagner. J'espère que la rookie, s'il est chaud, va falloir les gagner à Houston. Le voyage, il est relou. 5e. On est tous à peu près d'accord. Entre 4 et 6, voilà, on est à peu près après. Ouais. Ils évitent le play-in déjà. C'est jamais simple les previews début de saison, parce qu'après, on sait que dans la saison, il y a des choses, il y a des blessures, il y a des méformes, il y a des mésententes. Donc on ne sait pas, mais c'est vrai qu'on est tous à peu près d'accord entre 5 et 6. Il y a Dirk Brown, donc c'est évidemment Stephen, si vous voulez parler avec Stephen, qu'on embrasse d'ailleurs, qui nous dit, coach en NBA, tu passes de peintre à coach de l'année en une saison, les joueurs qui font les coachs et pas l'inverse. Ça se discute. Ouais, non, mais c'est un bon débat qu'on pourrait faire aussi, quand la saison aura repris. Ouais, c'est un très bon débat. Avec plaisir. On enchaîne avec une autre équipe? Est-ce qu'on a fait le tour sur les Hawks Macmillan? Ça vaut pas un pichet de cidre. Waouh, t'es un peu dur, Steph, quand même. C'est un peu sévère, je trouve. Là, les mecs peuvent pas avoir autant de résultats comme ça sur un malentendu. Je mets Bucks, Nets, Heat, Celtics. On reviendra bien sûr. On finira cette émission avec nos classements Est et Ouest avec Thomas.